Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Denise Epoté de TV5 Monde, Vincent Hugeux, l'Express et Jean-Baptiste Placa, éditorialiste sur RFI chaque samedi. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. Adama Barrow est de retour en Gambie après 11 jours d'exil au Sénégal. Un vaste chantier attend le nouveau président gambien afin de tourner définitivement cette page du long règne, la règne de terreur de Yahya Jammeh. Et puis les opposants en exil burundais réunis en Belgique se constituent en front uni en caressant l'espoir de tourner peut-être un jour la page bien sombre du régime de Pierre Nkurunziza. D'abord, le nouveau président gambien donc qui est de retour depuis hier jeudi à Banjul, sa capitale, une semaine après avoir prêté serment à Dakar au Sénégal. Adama Barrow succède donc effectivement à Yahya Jammeh, désormais exilé en Guinée équatoriale. Le sujet est résumé par Stéphane Leroyer de TV5 Monde. Ils attendaient cela depuis si longtemps que ce n'est pas l'heure de retard de l'avion du président qui les a découragés. Le nouveau président de la Gambie est arrivé à l'aéroport de Banjul en provenance du Sénégal ce jeudi en fin d'après-midi vers 17h locale. En chéchia et tunique blanche, Adama Barrow a été accueilli par une foule en liesse de l'aéroport à son domicile. Tout le long du parcours, des milliers de personnes ont tenu à saluer l'arrivée de celui qui symbolise aujourd'hui l'espoir et la fin de la dictature en Gambie. Je suis très content aujourd'hui parce que nous accueillons notre nouveau président et nous espérons qu'il créera beaucoup de travail pour les jeunes, pour que nous ne soyons plus sur le mauvais chemin, que nous restions dans notre pays pour travailler ici. C'est ça dont nous avons besoin et c'est ce que nous attendons de lui. Le convoi du président Barrow aura eu bien du mal à se frayer un chemin, obligé de s'arrêter en route pour saluer la foule. C'était la première apparition publique du nouveau chef de l'État devant la population gambienne depuis sa prestation de serment. La fin surtout de 6 semaines de crise et d'une passation de pouvoir à rebondissement. Le nouveau président gambien, qui s'installera dans sa maison de Banjul dans un premier temps, attendait en effet au Sénégal que son prédécesseur accepte enfin le verdict des urnes. L'ex-dictateur gambien, Yahya Jammeh, qui aura finalement accepté de partir en exil il y a tout juste 5 jours. Voilà, Denise, une page se tourne donc en Gambie au terme de 22 ans de règne de Yahya Jammeh et de cette crise post-électorale qui a suivi l'élection présidentielle du 1er décembre, remportée donc par Adama Barrow. Et c'est donc une longue phase de reconstruction, de réconciliation et de réforme qui attend Adama Barrow, le nouveau président. Oui, je crois qu'il y a plusieurs défis que devra relever Adama Barrow dans les prochaines semaines, prochains mois peut-être. C'est d'abord ramener cette garde prétorienne qui restait fidèle à Yahya Jammeh jusqu'au bout, en faire une armée républicaine, réunir les Gambiens des deux camps, les pro-Yahya Jammeh qui sont restés là, ils représentent quand même 43% de la population, et puis surtout rétablir l'état de droit dans un pays qui pendant 22 ans n'a connu qu'un régime dictatorial. Vincent Hugeux, donc cette phase de reconstruction qui attend Barrow et qui va sans doute prendre beaucoup de temps au cours de son premier mandat. Oui, chantier immense, défis colossaux, d'autant qu'on le sait, dans ce genre de cas de figure, les attentes sont intenses. Il y a bien sûr la normalisation de l'appareil sécuritaire, armée, police notamment. Services de renseignement. Des enjeux économiques et sociaux très classiques. On sent bien qu'il y a une espérance d'un mieux-être imminent dans l'esprit de beaucoup de Gambiens. Et on voit bien que Adama Barrow estime avoir besoin de la protection de la CEDEAO, lui demande encore 6 mois de présence. Alors d'abord, pour des raisons de crainte de nature sécuritaire, stock de munitions, voire mercenaires, qui auraient été repérés sur le territoire gambien ces derniers mois. Et puis aussi parce qu'il sait qu'il a tout à bâtir, tout à construire. Simplement, il me semble que tactiquement parlant, le délai de 6 mois est excessif. Et d'ailleurs, je crois comprendre que du côté de la CEDEAO, on n'est pas vraiment disposé à instaurer une sorte de tutelle politico-militaire d'un semestre. Je crois qu'il faut maintenant qu'il plonge dans ce bain bouillonnant. Au fond, il a été porté par le suffrage universel. Et bien sûr qu'il a besoin d'un soutien, mais je crois qu'il serait préjudiciable au début de son mandat qu'il apparaisse comme, en quelque sorte, comme s'il était encadré, sous l'autorité d'un mentor, soit sénégalais, soit sous-régional.
Jean-Baptiste? Non, je pense qu'il a besoin d'être protégé, lui-même personnellement, et puis le pays a besoin d'être protégé aussi des pièges éventuels laissés par Yahya Jammeh. Donc, que ce soit 6 mois ou 3 ou 9, c'est pas ça le plus important. Le plus important est que, effectivement, ce pays retrouve une certaine normalité. Bon, l'autre message qu'il faut approfondir dans l'avènement au pouvoir, enfin le départ, disons, de Yahya Jammeh, c'est que la CEDEAO a eu une action impressionnante avec les Nations Unies, avec d'autres acteurs de l'ombre, y compris le président Abdelaziz de Mauritanie, la Mauritanie ne faisant plus partie de la CEDEAO. Ça rappelle ce qu'on a fait par rapport à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Quelqu'un est reconnu vainqueur, on fait tout, vraiment tout, pour qu'il accède au pouvoir, qu'on lui transmette le pouvoir qu'il a conquis dans les urnes. Le problème, c'est que quand ils ont fait cela en Côte d'Ivoire, nous étions un certain nombre à espérer que les fois d'après, dans les autres situations ailleurs en Afrique, la communauté internationale aurait la même attitude, la même fermeté contre les autres despotes possibles, la même fermeté que contre Gbagbo, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors le cas de figure de Gbagbo, c'était quand même une intervention française qui a été déterminante dans son départ. Non, ce qui est important, c'est que en Gambie, c'était peut-être un peu le Sénégal et ensuite la CEDEAO. Régionale. Mais c'est-à-dire que l'Afrique puisse faire pression sur quelqu'un qui a perdu les élections pour qu'il s'en aille est une excellente chose. Mais il ne faut pas le faire juste contre des gens qui seraient plus fragiles, plus vulnérables que d'autres. Cela va sans dire, mais pour autant, enfin, je pense que là, les Gambiens sont soulagés du départ de Barrow, de Yahya Jammeh, pardon. L'accord négocié au nom de la CEDEAO par le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, qui a donc abouti au départ en exil de Jammeh sans effusion de sang, un succès diplomatique sans doute à mettre au crédit du président guinéen. Mais la question justement de l'impunité de Yahya Jammeh a été posée brutalement par le Sénégal, notamment à la CEDEAO. Oui, parce qu'il fallait donner des gages à Yahya Jammeh, et je crois que la mission d'Alpha Condé et d'Abdelaziz, c'était de lui donner ces garanties-là. Mais avant de reparler de ça, je voulais dire aussi qu'il faut quand même pas oublier que la première personne à solliciter à la fois les instances sous-régionales et internationales, comme les Nations Unies, ça a été le président Macky Sall. C'est lui le premier qui a saisi la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations Unies, même si les Nations Unies n'avaient pas donné le quitus pour une intervention militaire, qui était une intervention de dernier recours, parce qu'elle faisait quand même courir des risques. Mais est-ce qu'il fallait ou pas donner des gages à Yahya Jammeh? Moi, je pense que oui, si on voulait éviter ce bain de sang. Le bain de sang, absolument. Alors, cela dit, Vincent, il n'est pas dit qu'il restera impuni. Peut-être que Fatou Bensouda, qui a été sa ministre de la Justice, pourrait peut-être effectivement ouvrir une enquête contre son ex-mentor. Ce qui supposerait d'ailleurs, Fatou Bensouda de la CPI, la Cour pénale internationale. Assez logiquement que Amada Barrow, lui, renonce au retrait de la CPI qui avait été décidé par son prédécesseur. En octobre dernier. Au fond, il y a là un cocktail assez subtilement dosé d'objurgation personnelle, avec les interventions que vous venez d'évoquer, de pression diplomatique et de menaces militaires. Mais ce n'est pas faire injure aux Gambiens de dire que cette configuration était d'autant plus jouable que l'enjeu était relativement mineur, avec une sorte d'homogénéité géopolitique, une pression
que la carte nous montre du Sénégal dans lequel la Gambie est enclavée. Ce que l'on voudrait, c'est que ce modèle fasse jurisprudence et qu'il puisse s'extrapoler, et pas seulement en Afrique de l'Ouest. Ouais. Parce qu'au fond, on a eu en août dernier au Gabon un cas patent de fraude électorale massive. Je n'ai pas entendu de prise d'initiative qui aurait pu faire respecter le vote. J'ajoute un autre élément, sans vouloir casser l'ambiance, c'est que quand on regarde les acteurs principaux dont le rôle a été évidemment fécond en la matière, on a quand même quelqu'un, mauritanien, Abdelaziz, dont le pays n'est plus membre de la CEDEAO, comme Jean-Baptiste le rappelait à l'instant, et qui par ailleurs a accédé lui-même au pouvoir au prix d'un putsch en 2008 contre un président élu, donc qui n'était pas exempt de reproches, mais enfin quand même. Et puis on a par ailleurs donc le Guinéen Alpha Condé, lui qui est un peu l'archétype de l'opposant historique qui revient au pouvoir, donc qui a connu l'exil. Donc voilà, moi mon souci, c'est pas tant que la Gambie montre l'exemple, montre la voie. Oui, c'est le cas. Mais on voudrait qu'à l'échelon de l'Union africaine, c'est-à-dire au-delà des instances sous-régionales, il y ait une fermeté d'âme suffisante pour que ce modèle-là puisse s'appliquer, y compris en Afrique centrale. C'est à mettre au crédit de la CEDEAO, parce qu'en dehors de l'exemple gabonais, il y a aussi l'exemple burkinabé. En 2014, la CEDEAO a été incapable de résoudre la crise du Burkina Faso. Donc c'est au-delà de la CEDEAO. Oui. Alors Jean-Baptiste, à propos de l'impunité présumée dont aurait bénéficié Jammeh, en partant en exil aussi loin que possible de son pays, là-bas en Guinée équatoriale. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'il a bénéficié de quelque impunité que ce soit. Impunité présumée. Ouais. Non, parce qu'il a quitté le pouvoir. C'était ça l'impératif. Il fallait qu'il s'en aille. Et Charles Taylor, dont on a beaucoup parlé en d'autres circonstances, a reçu plus de garanties que cela. Ça n'a pas empêché qu'il arrive là où il est. Mais il y a autre chose quand même qui est important. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'impunité, mais à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut que le peuple gambien retrouve quelque chose qui ressemble à un régime normal avec une certaine démocratie, une certaine dose de démocratie? C'est le cas. Et je dirais la même chose de quelques 11 millions de dollars qu'on accuse Jammeh d'avoir volé en partant. Oui. Honnêtement, s'il partait avec 1 milliard de dollars, mais qu'il s'en allait, et comme il est parti, c'est une excellente chose, parce que s'il restait, ce n'est pas 11 millions de dollars qu'il contrôle. Il contrôle la vie, l'économie de ce pays. On sait ce qu'il contrôlait justement. Et la liberté, en termes de... Donc, à un moment donné, c'est Cheikh Hamidou Kane, dans l'aventure ambiguë, qui nous dit, est-ce que ce que l'on perd vaut mieux que ce que l'on gagne. Alors, cela dit, oui, Vincent, un mot. Un point très, très important. Je voulais juste poursuivre très brièvement là-dessus. On est là dans la dialectique classique entre la morale et le principe de réalité. Oui. Et moi, je considère que les garanties, au demeurant relatives, qui lui ont été fournies, c'était en quelque sorte le prix à payer. Le prix à payer pour que le verdict des urnes se traduise dans le fait politique. J'ajoute un dernier point, c'est qu'il y a eu une interview extrêmement intéressante cette semaine sur RFI de Smaïl Chergui, patron de la commission paix et sécurité, qui lui tente à minimiser la portée des garanties. Alors en même temps, on nous dit que Yahya Jammeh... La CEDEAO les a minimisés également. Animé par la foi, etc. Enfin, il n'est pas à ce point indifférent au bien de ce bas monde, puisque outre les 11 millions, il semble qu'il y ait eu un accord pour qu'il parte avec ses 13 berlines de luxe, à commencer par 2 Rolls-Royce et une Bentley. Voilà. Alors, Denise, les Gambiens sont naturellement soulagés de ce départ de Yahya Jammeh, parce que son règne a été jalonné, comme on l'a dit, de violations des droits de l'homme, torture, arrestation, assassinat, etc. Mais c'est aussi une certaine forme de délivrance pour le Sénégal, parce que Yahya Jammeh a pourri, si je puis dire, les mandats des présidents successifs Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. Et surtout, la Gambie, sous son règne, a été quand même l'une des bases arrières du MFDC, les séparatistes casamançais. Ah oui, non, je crois que pour le Sénégal et pour Macky Sall en particulier, c'est un soulagement de voir arriver un nouveau dirigeant à la tête de la Gambie, avec qui il sera plus facile de négocier, surtout
surtout que Adama Barrow, quelque part, est redevable au Sénégal pour tout le soutien que le Sénégal lui aura apporté. Et pour Macky Sall, ramener la paix en Casamance, c'est une belle carte politique qui pourra lui servir en 2019 lors de la prochaine élection présidentielle. Et il ne faut pas oublier que au niveau du MFDC, si depuis 17 ans, parce qu'en 2000 déjà, quand Wade arrive au pouvoir, il avait déclaré « Je me donne 100 jours pour régler la crise casamançaise ». 17 ans plus tard, même avec le décès de l'abbé Diamacoune Senghor, il n'est pas parvenu. Rien n'a changé vraiment. Souvenez-vous de ces propos de l'abbé Diamacoune Senghor, quelques jours avant sa mort, il a dit « Si vous ne négociez pas avec moi, ça sera plus dangereux de négocier avec mon cadavre. » Et c'est vrai, les faits lui donnent raison. Les faits lui donnent raison. Bon, espoir peut-être de changement de ce côté-là. Mais oui, Jean-Baptiste. La rébellion casamançaise s'essoufflait considérablement ces derniers temps. Il faut le reconnaître aussi. Elle garde sa capacité de nuisance. Il y a une petite précision géographique. On dit tout le temps que la Gambie est enclavée dans le Sénégal. La Gambie n'est pas enclavée. La Gambie est lovée. Est juste, voilà, à l'intérieur. Comme un doigt dans le Sénégal. Comme un couloir. Même comme un poignard dans la gorge du Sénégal. Belle image. À ce propos, un mot, Vincent. Oui, un des éléments qui n'est pas indifférent à l'engagement du Sénégal, c'est que précisément la ville de Kanilaï, à une centaine de kilomètres à l'est de Banjul, qui est le village natal, le fief de N'Djamé, a toujours été considéré par les stratèges régionaux comme l'un des foyers, l'une des bases arrières du front nord de la rébellion. Donc c'est aussi une manière peut-être d'éteindre ce foyer-là. Juste un dernier mot, Denis, que dire du silence presque gêné de la Guinée équatoriale qui a donc accueilli Yahya Jammeh en exil. Ça n'a pas été officiellement reconnu. Enfin, y a non, parce que je pense qu'en fait, au moment des négociations, quand il s'agissait de trouver un point de chute à Yahya Jammeh, le seul chef d'État qui a dit « il sera le bienvenu chez moi », ça a été Obiang Nguema. Et Abdelaziz et Alpha Condé l'ont pris au mot. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce n'est pas une mauvaise chose que les chefs d'État africains aident à régler les problèmes en accueillant, comme le faisait Houphouët en d'autres temps, ou Hassan II. Senghor et Abdou Diouf. Surtout quand ils ont beaucoup à se faire pardonner eux-mêmes. Oui. Voilà, et l'on passe au dernier volet d'Afrique Presse au sujet du Burundi et de la création, Denise, d'un front uni annoncé par l'opposition en exil qui s'est réuni du 20 au 22 janvier à Louvain, en Belgique. Alors, l'objectif de cette coalition qui regroupe quelques 35 forces vives est d'aboutir à un plan d'action pour faire partir Pierre Nkurunziza, le fossoyeur de l'alternance au pouvoir au Burundi. Alors, mais ses opposants n'ont pas encore dit comment ils comptent s'y prendre. Et on voit mal comment ils y parviendraient, parce que déjà en 2015, c'est à Louvain, si je ne m'abuse, qu'ils s'étaient réunis pour déclarer plutôt qu'ils boycotteraient l'élection présidentielle de 2016. C'est bien, ça prouve qu'il pourrait y avoir une alternative à Pierre Nkurunziza, mais dans les faits, rien ne change, puisque depuis un an, Nkurunziza reste le maître à Bujumbura. Et on voit bien que la SADC et le président Benjamin Mkapa ont utilisé toutes les cartes, sont à bout de cartes aujourd'hui pour parvenir à cette sortie de crise. Et on peut mettre ça en parallèle avec un pays voisin, la RDC. Quand on voit comment l'épiscopat s'est impliqué pour trouver une solution de crise, de sortie de crise, après l'échec de l'Union africaine, puisque seule une partie de l'opposition congolaise avait signé cet accord, on se demande quelles sont les ressources que la SADC pourrait trouver aujourd'hui pour parvenir à convaincre Nkurunziza, qui continue aujourd'hui à éliminer à la fois civils et militaires. Et qui compte d'ailleurs, semble-t-il, demander un nouveau mandat. Alors Pierre Claver Bonimpa, le célèbre activiste des droits de l'homme burundais, fait partie des dirigeants de ce Front uni. Vincent, tout un symbole en attendant de passer sans doute à l'action. Oui, mais moi je vois un indice un peu préoccupant, c'est que parmi les décisions en partie secrètes qui ont été prises dans cette fameuse ville universitaire belge qu'est Louvain, il y a la création d'un comité de conciliation. Le lexique est quand même assez éloquent. Ça veut dire qu'on a, au-delà de la volonté commune des diasporas, parce que beaucoup ont été contraints à l'exil, ne l'oublions pas, par la violence, mais également de l'opposition, je dirais, traditionnelle, des sociétés civiles, etc.,
on a quand même un phénomène récurrent dans cette opposition, comme dans beaucoup d'autres en Afrique subsaharienne, c'est la querelle des égaux et l'effet néfaste que celle-ci peut avoir sur l'unification de ces élans. N'oublions pas que le nom que se donne ce rassemblement, c'est le Forum des forces vives contre le troisième mandat criminel de Nkurunziza. Donc il s'agit effectivement de réunir, de fédérer. Mais voilà, ça ne se prouve qu'en marchant et par l'exemple. Et pour le moment, et sauf à considérer que nous ne connaissons pas le détail du fameux plan d'action, je crois qu'il est absolument nécessaire que l'on mette de côté ces bisbilles de préséance, parce que sinon, le régime se régale. Parce que pendant ce temps-là, ne l'oublions pas, les milices de jeunesse du parti au pouvoir, CNDD-FDD, les fameux Imbonerakure, continuent de sévir. Il y a un rapport récent de Human Rights Watch qui note qu'ils continuent de tabasser, de tuer, de torturer Du sur Parlement européen en toute impunité, qu'ils ont parfois prise sur la police locale. Donc voilà, il y a un devoir impérieux de rompre avec les mauvaises habitudes du passé pour ouvrir peut-être un nouveau chapitre. Voilà, Jean-Baptiste, est-ce que ce front uni de l'opposition burundaise en exil peut changer les choses à terme? Je ne pense pas que c'est de là que viendrait la chute de Nkurunziza. C'est une action louable, mais un peu désespérée. Je pense que vraiment, le risque pour Nkurunziza se trouve à l'intérieur de son propre régime. C'est quelqu'un qui est arrivé par la force, qui règne par la force et qui pourrait un jour d'oubli ou de baisse de garde se laisser surprendre par quelqu'un de son entourage qui voudrait en finir. Et c'est probablement la solution la plus probable, plausible, vraisemblable aujourd'hui, davantage qu'une organisation de l'opposition structurée, etc. Voilà. Alors, Denise, Pierre Nkurunziza, Vincent le disait, reste sourd à la fois aux résolutions de la communauté internationale, aux sanctions, aux admonestations. Et il a quand même promis récemment de libérer 2500 prisonniers, dont des détenus politiques. Le processus a, semble-t-il, commencé. Et son garde des Sceaux, c'est-à-dire son ministre de la Justice, a qualifié cette décision de cadeau, entre guillemets, de cadeau fait à ces détenus. Il fallait les avoir arrêtés d'abord. Il fallait d'abord ne pas les avoir arrêtés, c'est ça. Pas oui, voilà. C'est ce geste-là pour souligner un peu le cynisme. Mais le cynisme du personnage. Mais à côté de ça, combien d'opposants sont massacrés? Combien de confrères ont été tués depuis le début de cette crise burundaise? Et contraints à l'exil. Moi, ma stupéfaction aujourd'hui, c'est de constater le manque d'efficacité de la communauté internationale, parce que ces sanctions qui sont prises de l'Union africaine. De l'Union africaine. Et là, au moment où va s'ouvrir bientôt le prochain sommet à Addis Abeba, cela sera mettre au bilan de Madame Zuma. Ouais. Son bilan qui a été catastrophique, puisqu'elle n'a pu résoudre aucune crise pendant son mandat à la tête de l'Union africaine. Vincent Parlons chiffres sur ces libérations. On évoque 2500 élargissements, ce qui fait à peu près le quart de la population carcérale du Burundi. Mais ce que craignent les opposants, c'est précisément qu'il s'agisse, pour l'essentiel, mis à part quelques libérations symboliques d'une cinquantaine de militants politiques qui avaient été arrêtés au printemps 2014 lors d'une manifestation interdite, c'est qu'on fasse de la place pour ceux qui sont à venir. Et on parlait tout à l'heure des mouvements qui défendent les droits de l'homme. Il y avait un mouvement qui s'appelle ITK, c'est-à-dire Dignité en Kirundi, qui est d'ailleurs dissous officiellement, interdit, parce que, excusez du peu, il nuit, ce mouvement, à l'image du pays. Comme si Nkurunziza avait besoin de qui que ce soit pour cela. Il fait ça très bien tout seul. Bon, eh bien, ces gens-là disent que pendant ce temps-là, pendant qu'on amuse la galerie avec d'hypothétiques libérations, réelles dans certains cas, je l'admets volontiers, eh bien, on continue d'avoir des arrestations en permanence et des disparitions. N'oublions pas les disparus, qui n'apparaissent pas dans les bilans comptables. Et les morts, des ministres qu'on tue en pleine rue. Oui, avec une radicalisation, effectivement, symétrique. Voilà. C'est la fin de cette émission. Et avant de nous quitter, un mot à propos d'une bande dessinée. Une bande dessinée intitulée Mamie Denis, évadée de la maison de retraite.
C'est l'histoire donc d'une vieille retraitée parisienne. J'ai cru entendre Mamie Denise. Non, Mamie Denis. Donc, une vieille Française retraitée de Paris, raciste primaire, et puis qui finalement va changer en fréquentant une famille d'origine africaine, et puis qui se retrouvera en Afrique et changera complètement, je dirais, de point de vue, de prisme, moralité. Il n'est jamais trop tard, ou on n'est jamais assez vieux pour changer ou pour se débarrasser de ses préjugés. Voilà, merci. Comment l'auteur, pardon, est un Tchadien, réfugié politique, Adjim Dangar, dessinateur de presse. Plus connu comme dessinateur de presse. Voilà, et c'est son premier album, et il est réfugié ici en France depuis 2004. Voilà, merci Denise Epoté, Vincent Hugeux et Jean-Baptiste Placin, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.